Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je découvre une philosophie parfaitement adaptée à ma recherche de résilience, c'est le stoïcisme. C'est à la fois une philosophie de l'acceptation et de l'action. Ce que j'aime avec le stoïcisme, c'est que c'est une philosophie du quotidien. C'est que c'est une philosophie qui est facile à comprendre. J'ai pas fait des années d'études de philosophie, je me rappelle pas du tout de mes années philo à l'école, je détestais ça. Pourtant, c'est parfaitement simple à comprendre. Donc il n'y a pas besoin de passer des heures dessus ou d'avoir, on va dire, un certain niveau de connaissance philosophique. La deuxième chose, c'est que c'est applicable dans la vie de tous les jours. C'est une philosophie qui est concrète. Je l'aime beaucoup et je pense qu'elle condense la pensée, stoïcisme. Ô Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne puis changer, le courage de changer ce que je puis et la sagesse d'en connaître la différence. Voici comment j'interprète cette fameuse prière à la vie quotidienne. Ô Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne puis changer. Dans la vie, tu vas subir des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun contrôle. C'est des choses qui ne dépendent pas de toi. Ça peut être des choses météorologiques, des choses qui viennent d'autres personnes. Peu importe ton action, peu importe ton comportement, c'est des choses qui te tomberont forcément dessus. Et le fait d'accepter ces choses, ça te permet de passer à autre chose, de ne pas rester bloqué dans la frustration et dans la colère. Dans cette vidéo, je vais partager 8 règles stoïques qui vont te permettre de devenir inarrêtable. Le stoïcisme, c'est la philosophie la plus puissante pour surmonter les moments difficiles et atteindre le succès. J'ai donc passé plusieurs centaines d'heures à lire des livres, étudier les plus grands philosophes stoïques et surtout mettre en place les principes que j'apprenais dans ma vie personnelle. J'ai découvert 8 points clés qui peuvent te permettre de surmonter les moments difficiles avec facilité, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et surtout d'atteindre le succès dans ta vie pro comme dans ta vie personnelle. Tout ça, ça a complètement transformé ma vie et je vais le partager avec toi maintenant. Allez, c'est parti. Courir. Règle stoïque numéro 2. Se concentrer uniquement sur les choses que l'on contrôle. Et pour illustrer cette règle, je commence avec une de mes citations préférées de tous les temps. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de différencier l'un de l'autre. Beaucoup de gens attribuent cette citation à Marc Aurèle, mais en réalité elle vient de Reinhold Niebuhr, un théologien américain du XXe siècle. Cette citation, elle aide énormément à remettre les choses dans leur contexte, et j'essaie de m'en rappeler tous les jours. Car on va sans cesse s'obséder sur des choses que l'on ne peut pas changer. Une nouvelle loi ou un changement technologique qui va avoir un impact sur notre business ou sur notre emploi. Un problème de santé ou bien le fait qu'on soit moins beau, moins grand, moins intelligent que quelqu'un d'autre. On va s'obséder sur ces choses-là alors qu'on n'a aucun impact dessus. Et à l'inverse, on va se trouver des excuses pour ne pas changer les choses sur lesquelles on peut avoir un impact. On va se trouver des excuses pour ne pas aller à la salle et travailler sur son corps. On va se trouver des excuses pour pas travailler sur son business ou étudier davantage. Donc si vous vous surprenez à penser sans cesse à certains problèmes, utilisez cette phrase, posez-vous la question. Si c'est pas en dehors de votre contrôle, acceptez-le. Si c'est quelque chose que vous pouvez changer, travaillez dessus et changez les choses. Mais c'est super important de savoir distinguer l'un de l'autre et ensuite de passer à l'action. Dans le monde incertain dans lequel nous vivons, il est devenu de plus en plus important de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et c'est là que le stoïcisme rentre en jeu. Le stoïcisme, c'est cette philosophie géniale qui te permet de ne pas prendre des décisions néfastes pour ta vie. Que ce soit dans le travail, la sécurité financière ou même la santé. Les leçons que je vais te partager aujourd'hui, tirées de l'excellent livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle, vont te permettre de prendre le contrôle sur tes émotions et finalement sur ta vie. Leçon numéro 1, sépare ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas changer. Marc Aurèle répète tout au long de son livre cette idée importante qu'il ne faut pas se mettre en colère pour ce qu'on ne peut pas changer. Si par exemple on a certaines génétiques qui ne nous plaisent pas ou tout simplement qu'il y a des situations qu'on ne peut pas changer tout simplement à cause de notre situation familiale par exemple, eh bien ça sert à rien de vouloir changer ces choses-là puisque de toute façon ces choses elles ne peuvent pas être changées. Par contre, il y a certains malheurs qui nous arrivent qui peuvent être changés. Si par exemple on n'a pas beaucoup d'argent mais qu'on veut devenir plus riche, eh bien on peut changer sa situation en par exemple travaillant plus ou par exemple en créant un side business à côté, etc. Donc en fait, la philosophie de Marc Aurèle, c'est tout simplement de dire qu'il y a des choses qu'on peut pas changer et donc ça sert à rien de se préoccuper dessus et il faudrait au contraire mettre toute son énergie sur ce qu'on peut changer. Ça veut pas dire que les choses qu'on peut pas changer ne sont pas malheureuses, ça veut juste dire que ça sert à rien de se concentrer dessus puisque de toute façon on n'a aucune influence
influence dessus. La vraie question, c'est essayer de se demander qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on peut pas changer. Par exemple, certaines personnes sont persuadées que leur situation financière ne peut pas changer, ou par exemple qu'ils ne peuvent rien faire sur leur apparence physique, alors qu'on peut par exemple aller à la salle de sport ou tout simplement améliorer son visage grâce à certains exercices, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut changer, mais il y a également des choses juste qu'on ne peut pas changer. Donc en fait, il faut juste accepter qu'il y a des choses qu'on change et des choses qu'on ne change pas et mettre toute son énergie sur ce qu'on peut changer. Donc il faut arrêter de blâmer les autres pour certaines choses qu'ils font, parce qu'on ne peut pas vraiment changer les autres personnes. On peut plutôt changer la réaction que l'on a face à ces personnes, et je pense que c'est une vraie philosophie de vie dans tous les domaines. Et donc si par exemple je me retrouve à être avec quelqu'un qui m'insulte, et bien au lieu de l'insulter en retour ou d'essayer de lancer une bagarre, et bien ce que je peux faire, c'est tout simplement l'ignorer, ne rien faire en fait finalement, et tout simplement passer mon chemin, ne pas me laisser submerger par les émotions, parce que c'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Ça dépend évidemment des situations. Il y a des fois où il faut se défendre, mais dans beaucoup de cas en fait, c'est mieux d'ignorer. Par exemple, je sais que certaines personnes critiquent ce que je fais sur YouTube, mais en réalité, ces personnes-là, ça sert à rien que je mette mon énergie dessus. Il vaut mieux mettre mon énergie sur les personnes qui me soutiennent plutôt que de répondre à 10 000 commentaires qui sont juste là pour m'insulter. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette première leçon basique de Marc Aurèle. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut changer, d'autres choses qu'on ne peut pas changer, et donc c'est quelque chose pour moi de très important de séparer justement ces deux pôles. Bonjour à tous, bienvenue aux derniers abonnés. Désolé de vous parler avec une vue plongeante, ça fait un petit peu condescendant, mais j'essaie de profiter de l'habitacle de mon véhicule et d'un petit peu de temps libre pour vous parler de manière spontanée. J'avais prévu d'intégralement scripter cette vidéo et finalement je le teste de manière spontanée. Marc Aurèle est repris depuis des années sur YouTube notamment par des entrepreneurs, des millionnaires autoproclamés ou réels. Et ça va même assez loin, hein, parce qu'il me semble que Piero San Giorgio dit, par exemple, la même chose en substance que ce que vous avez entendu de la bouche de Yomi Denzel et de Ferrast et du survivaliste que vous avez vu également. Et oui, c'est un truc qu'on retrouve, il me semble, hein, truc que j'entends beaucoup à l'extrême droite aussi, cette réutilisation de Marc Aurèle. Oui, alors c'est bien beau, mais déjà quand vous faites appel, quand les gens commencent à vous parler de Marc Aurèle, le philosophe pensé pour moi-même, il y a déjà pourquoi aller chercher si loin dans le passé? Ensuite, c'est un argument d'autorité. C'est un argument d'autorité, la figure de Marc Aurèle. Et il me semble, vous serez peut-être d'accord que qui aime bien aller chercher des figures fantasmées de personnages qui auraient été grandiloquents, qui auraient concentré extrêmement beaucoup de réussite, de sagesse, qui auraient eu une vision, c'est plutôt l'extrême droite. Hein. Napoléon, Charles de Gaulle, le culte autour de Napoléon, le culte autour de Charles de Gaulle, le culte autour de César, le culte autour de Marc Aurèle. Seulement, Marc Aurèle, il a vécu il y a très longtemps. L'état des connaissances scientifiques était quand même beaucoup plus réduit, moindre qu'à notre époque. Quand on y pense, c'est quand même assez suspect d'aller piocher dans des gens qui pensaient la réalité avec infiniment moins d'outils, de découverte, d'innovation ou d'invention dont nous disposons à l'heure actuelle. Hein. Bon alors, qu'est-ce qui va pas? Tout simplement, qu'est-ce qui est ubuesque en fait, hein. Peut-être que vous étiez déjà fait de la réflexion quand on vous dit il faut savoir distinguer ce sur quoi vous avez prise, ce que vous pouvez modifier et ce que vous ne pouvez pas modifier, ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, et vous vous préoccupez de vous concentrer sur ce sur quoi vous pouvez avoir un impact. Qu'est-ce qui va pas? Parce que c'est ça en fait, hein, cette réduction de Marc Aurèle dans la bouche de Piero San Giorgio, Yomi Denzel, Ferrast, sur le survivaliste que vous avez vu, dont j'ai oublié le nom. Ce qui va pas, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir a priori, vous ne pouvez pas savoir à l'avance sur quoi vous pouvez avoir de l'impact, entre guillemets, de l'impact. En fait, les gens qui utilisent le stoïcisme, un angle mort du stoïcisme, ou en tout cas du stoïcisme tel qu'il est présenté par Yomi Denzel et repris bêtement, répété par les wannabe entrepreneurs YouTube.
cette présentation de Marc Aurèle, si ça se trouve, c'est déjà une déformation de Marc Aurèle. Hein. Si ça se trouve, il y a déjà eu des auteurs qui ont fait cette critique sur Marc Aurèle, et probablement que même Marc Aurèle a dû la faire. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, nous sommes en 2024. Je parle des choses telles qu'elles sont en 2024. De toute façon, Marc Aurèle est décédé il y a très longtemps. C'est bien ce que nous faisons de Marc Aurèle maintenant qui a une importance dans notre réalité. Que nous dit la science vis-à-vis de ce que nous répètent les wannabe entrepreneurs, Ferrast, Yomi Denzel et tout ça là. Mais les petits gars, c'est qu'en fait, Yomi Denzel, Ferrast, etc., ils n'ont pas compris que la causalité, c'était pas un concept scientifique. Hein. Marc Aurèle, dans la manière dont vous résumez sa pensée, si vous avez effectivement raison de résumer sa pensée, le problème, c'est que Marc Aurèle, à son époque, les dieux, la théologie avait une beaucoup plus grande importance. Et en 2024, la causalité, c'est absolument pas un concept scientifique. Pire, il y a en science, dans l'état de connaissance scientifique, il y a le bayésianisme. Le bayésianisme écrase la causalité puisqu'elle montre son erreur. Et le bayésianisme, ça marche tous les jours pour faire des choses qui fonctionnent dans le traitement du signal automatisé. Tous les modèles d'apprentissage machine, les wannabe entrepreneurs qui essayent de vendre des produits fabriqués avec ce qu'ils appellent des IA, c'est-à-dire en réalité des modèles d'apprentissage machine. Ce que vous utilisez, ChatGPT et autres, les modèles d'apprentissage machine, ils peuvent fonctionner avec des modèles bayésiens ou plus généralement des modèles statistiques, mais nulle part et jamais jusqu'à présent, il n'y a jamais aucun scientifique qui a proposé un modèle d'apprentissage machine qui marche avec la causalité. Or, la causalité est centrale dans vos propos sur le stoïcisme. Un angle mort du stoïcisme, c'est que vous dites concentre-toi sur ce sur quoi tu peux avoir un impact. Oui, mais pour savoir ce sur quoi je peux avoir un impact, en fait, ça consiste à savoir, à maîtriser la causalité. Hein. Impact, c'est synonyme de conséquence. Conséquence. Tu ne peux pas savoir, justement. Et le bayésianisme nous dit, d'ailleurs, oui, alors là, je vais essayer de dire, que nous dit la science ? Qu'est-ce que la science pointe du doigt qui ne va pas? En quoi la science actuelle débunk complètement le stoïcisme et Marc Aurèle et la manière dont les wannabe entrepreneurs répètent, tels des ânes, la même chose en fait. Alors, je dis que ce sont des ânes. C'est vrai qu'ils répètent, j'ai l'impression qu'ils répètent sans réfléchir, parce que ce que j'ai dit là, ils auraient pu s'en rendre compte. En fait, tu ne peux pas savoir a priori sur quoi tu as de l'emprise ou pas. Mais je voudrais pondérer, Ferrast, Yomi Denzel, tout n'est pas à jeter. Je t'ai mis des extraits vidéo dans lesquels ils répètent, je trouve bêtement, ce qu'ils auraient cru avoir compris du stoïcisme, mais tout n'est pas à jeter dans ce qu'ils disent. D'ailleurs, je t'ai mis leurs 3 vidéos. Déjà, ils se réapproprient la chose et ils l'adaptent. Yomi Denzel, par exemple, il commence à dire bon, moi, je me le réadapte. Et il fait 2 catégories, action-résultat, il part dans son petit truc, il part dans un truc assez pratique. Je ne dis pas que c'est inintéressant, je me concentre sur la critique du stoïcisme. Et c'est l'impression que les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont inventé, ils pensent avoir inventé le fil à couper le beurre, alors que leur raisonnement n'est pas un raisonnement. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils savent que le concept de raisonnement est un concept assez flou. La rationalité, précisément au motif que la causalité A cause B n'est absolument pas un concept scientifique. Par contre, je vous disais, Marc Aurèle, dans son contexte, c'est beaucoup plus théologique, l'époque où il a vécu sur Terre. Or, justement, Dieu et la croyance en Dieu et la foi en Dieu vous empêchent de critiquer le concept de causalité. Ce que je veux dire, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, le présent épisode que vous êtes en train de regarder, c'est une série sur la causalité, que je vous mets dans la description sous la vidéo. Si vous voulez approfondir le sujet, si vous tombez des nues à savoir que A cause B, c'est absolument pas un concept scientifique, voire même c'est un concept théologique, si vraiment vous voulez confronter ma culture à la mienne, si vous voulez vraiment voir si ce que je dis c'est ubuesque, ou si vraiment je suis capable de le défendre avec des idées, je vous invite à aller consulter la série dans l'ordre. Vous aurez les arguments, je ne vais pas tout redire. Mais simplement, déjà, la science en 2024, elle nous dit que, concernant le stoïcisme, ce qui ne va pas, c'est que vous pensez les événements. Nous, les humains, ça fait des millions d'années, ça ferait environ 10 millions d'années que nous sommes sur Terre. Nous avons un cerveau qui a pris un chemin évolutif, mais il y a plein de choses dans notre manière de penser, notre manière de parler, qui ne vont pas. Nous pouvons parler des licornes, par exemple. Les licornes, ça n'existe pas. C'est pas un problème. Nous pouvons parler des licornes. Je vais vous donner un exemple.
Mais par exemple, les événements. Parce que quand vous dites distinguer ce sur quoi je peux avoir un impact de ce sur quoi j'ai pas d'impact, vous êtes déjà en train de réfléchir en termes d'événements. Et la science nous dit, mais déjà, ça marche pas comme ça. Dans la nature, les événements n'existent pas réellement. La science, déjà, une des pistes de solution, une des pistes qu'elle nous dit, c'est il faut y penser la nature en termes de probabilité d'événements. Hein, c'est le domaine des statistiques et des probabilités. Et d'ailleurs, les détecteurs automatiques, les modèles d'apprentissage machine à vecteurs de support, les machines à vecteurs de support, cette technologie SVM, que certains d'entre vous utilisez même dans le cadre professionnel sans forcément le savoir, ce sont des approches statistiques. Les machines à vecteurs de support, c'est bien une analyse statistique qui consiste à chercher des plans pour séparer des nuages de points. Et inversement, de l'autre côté, vous n'utilisez dans aucun outil professionnel, et ça n'a jamais été publié, un outil qui utilise la causalité pour faire des prédictions. Par contre, les approches statistiques probabilistes, oui. Je vous invite, à propos du stoïcisme et de la causalité, de la vision des événements, et pour deviner sur quoi vous pouvez avoir de l'emprise ou pas, déjà, il faut penser en probabilité. Il faut vous méfier de la vision événementielle des choses, au motif que nous sommes des gros animaux. Pour quel motif? Sur quoi je m'appuie pour dire que nous sommes des gros animaux? Nous, par exemple, pour appréhender la matière, nous fonctionnons avec la mole. Qu'est-ce que c'est que la mole? Eh bien, les humains sont tellement des gros animaux que pour réfléchir et pour appréhender la matière et pour calculer les transformations, les réactions chimiques ou physiques, nous travaillons avec des paquets de 6,02, je crois, fois 10 puissance 24. 6 fois 10 puissance 24. Donc, c'est vrai que quand tu es un gros animal, par exemple, tu vas à la plage et tu prends quelques grains de sable, un tout petit peu, essaie de prendre la plus petite quantité. Mais en fait, t'es déjà dans le 6, fois 10 puissance, t'es dans le 6 fois 10 puissance 23. Donc effectivement, c'est fort probable, je t'invite à envisager cette option, que quand tu prends une probabilité et que tu la multiplies par 6 fois 10 puissance 23, oui, tu as l'illusion que c'est tout le temps 0, tout le temps 1. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu événement, est-ce que l'événement a eu lieu ou est-ce qu'il n'y a pas eu lieu? Ça peut te paraître ubuesque que je te dise, non, il faut réfléchir en probabilité d'événement. Mais nous manipulons tellement de quantité de matière, nous sommes tellement habitués à réfléchir comme ça, et puis en plus, tu sais bien, quand tu es catholique, ou quand tu crois en Dieu, quand tu es musulman, quand tu te reconnais dans le culte, dans la secte judaïque, c'est lié statistiquement à tes parents. C'est-à-dire, non seulement nous sommes des gros animaux, mais en plus, nos parents, nos grands-parents et nos aïeux nous ont filé tout un tas de concepts faux qui viennent des sectes. La secte catholique, la secte musulmane, la secte juive, tous ces modèles théologiques, et même avant les modèles polythéistes. Or, pour que Dieu existe et qu'il puisse avoir un impact dans le monde, il faut bien que la causalité existe. La cause et l'effet, ça n'a aucune validité scientifique. Le dernier scientifique qui a essayé de décrire la causalité, c'était Bradford Hill en 1965, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vieillit très mal. L'éditeur a lui-même retiré progressivement ce qu'avait dit en 1965 Bradford Hill. Par contre, Dieu et le doigt de Dieu, l'interventionnisme de Dieu sur Terre, ça correspond. Le modèle A cause B, oui, ça marche. Et ta foi t'empêche de le contredire et de dire, oui, le simple fait que A cause B, ça marche que avec Dieu, et c'est pas un concept qu'on observe dans la nature. Dans la nature, on observe plutôt le bayésianisme et les statistiques. Et si tu as la foi, ça t'empêche de faire cette critique et de te rendre compte que ça, c'est déjà un motif qui montre l'inexistence, la fausseté, la nullité de ton concept de Dieu, qu'il soit théologique ou pas. Moi, en première année de licence à l'université, j'ai fait ce qu'on appelle de l'atomistique. Et en atomistique, j'ai découvert que quand qu'on essaie d'appréhender dans l'espace et dans le temps les constituants de la matière, par exemple l'électron,
on commence à parler de probabilité de présence d'un électron à un endroit donné. Et la probabilité de présence de quelque chose à un endroit donné, ça t'incite à penser différemment. Mais je t'incite à envisager, à propos des événements et de ce sur quoi tu peux avoir de l'impact ou pas, c'est que nous manipulons des paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 paquets d'électrons, de neutrons, de protons. Et alors, quand nous découvrons les fonctions d'onde ou les probabilités de présence d'un électron à un instant donné, ça nous paraît bizarre. On a du mal à le penser. Oui, mais envisage que, en fait, c'est toujours été là. Simplement, comme nous travaillons, quand nous taillons un morceau de bois pour faire une chaise ou un meuble, c'est pas grave que ce soit une probabilité de présence à un instant donné, qu'en fait, les électrons soient jamais vraiment là. Qu'on peut pas dire, on peut pas parler d'événements concernant les électrons, mais de probabilité d'événements. C'est pas grave parce qu'en fait, la marge d'erreur, comme tu la multiplies par un paquet absolument ahurissant, même ahurissant, c'est même en dessous de 6,02 fois 10 puissance 23. C'est tellement énorme qu'on a inventé ce qu'on appelle l'écriture scientifique, je crois, pour pouvoir appréhender un peu plus le chiffre. C'est pour ça qu'on met 10 puissance 23. C'est que notre écriture est absolument inadaptée à appréhender ces chiffres. D'ailleurs, quand je te dis 6,02 fois 10 puissance 23, tu vois même que tu peux te contenter du 10 puissance 23, c'est ce qu'il y a de plus important. Et déjà, penser 10 puissance 23, c'est compliqué. Pour en revenir au stoïcisme, ce qui ne va pas du tout, c'est que la causalité, ça n'existe pas. Mais en plus, l'état des connaissances nous dit, faut commencer à... enfin, il est plus que temps de commencer. Hein. Il faut penser non pas les événements, mais les probabilités d'événements. Vous aurez beaucoup plus de justesse dans l'appréhension et dans la prédiction du futur, hein, parce que c'est ça dont on parle. Hein. Quand vous dites distinguer ce sur quoi je peux avoir de l'impact de ce sur quoi je peux pas avoir de l'impact, en fait, on parle de prédiction. Oui, mais la causalité ne fonctionne pas. Aucun modèle prédictif en 2024, dans la littérature scientifique, n'utilise le concept de causalité. Par contre, les modèles statistiques probabilistes, oui, et même, il y a même le bayésianisme. Mais le bayésianisme nous dit, répond au stoïcisme qu'il raconte n'importe quoi. Le bayésianisme lui-même contredit totalement Yomi Denzel, Ferrast et les wannabe entrepreneurs de manière générale, et c'est quand même assez bizarre que dans leurs vidéos, ils ne semblent pas avoir entendu parler du bayésianisme, surtout que la plupart, ils ont eu accès gratuitement à l'instruction au bayésianisme. Le bayésianisme te dit que c'est pas ce sur quoi tu peux avoir de l'impact, c'est la probabilité que tu puisses avoir de l'impact sur quelque chose dépend de choses qui sont en amont. Et notamment, c'est possible que le bayésianisme te dit la probabilité d'avoir un impact sur quelque chose, la probabilité de perturber quelque chose dans la direction que tu veux, dépend potentiellement de tes préjugés sur ta capacité à le faire. Je vais le dire d'une autre manière. La seule manière de savoir si tu peux avoir un impact sur quelque chose, c'est de partir du principe que tu peux avoir un impact sur quelque chose. Tu auras peut-être tort, et en fait, la seule manière de vérifier est-ce que l'affirmation « je peux avoir un impact sur ça », à l'heure actuelle, hein, l'état des connaissances scientifiques, c'est de partir du principe que tu peux changer cette chose et de mettre un maximum de moyens là-dessus. Et la science nous dit, même si tu n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que tu n'avais pas de moyens de changer. Ça veut dire que tu n'y es pas arrivé, mais tu n'as peut-être pas pris le bon chemin. Tu n'as peut-être pas pris les bons outils. Il y a peut-être un outil que tu as négligé. Voilà où nous en sommes en l'état des connaissances scientifiques, à ma connaissance. Et vous pourrez regarder sur la présente chaîne YouTube, je diffuse des lectures d'articles scientifiques. J'ai plus de connaissances de la littérature scientifique, je le pense, que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, mais en plus avec un écart assez important. L'article de 1965 de Bradford Hill, je suis le seul à ma connaissance à l'avoir traduit en français, en tout cas à l'avoir publié gratuitement en accès libre, et en avoir même fait des vidéos sur YouTube. Il y a peut-être des gens qui ont traduit, je ne l'ai pas traduit automatiquement, hein, je l'ai traduit manuellement. Il y a peut-être des gens qui l'ont traduit en français, déjà dans des laboratoires de recherche, mais qui ont fait le choix de ne pas le diffuser, en tout cas. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, ou ils sont peut-être décédés entre-temps d'un accident brutal et inattendu. Mais voilà, en matière, voilà, reprends le bayésianisme. Quelle est la probabilité que je maîtrise
j'ai un écart, je puisse t'apporter des connaissances scientifiques pertinemment, sachant que moi, je suis un des seuls mecs qui suis allé voir l'article de 1565, qui les traduit de l'anglais vers le français et qui le diffuse pour que chacun puisse se le réapproprier. Le bayésianisme te dit, oui, bon, si tu tombes sur ce genre de gugus, tu devrais te concentrer sur ce qu'il dit. Tu devrais pas forcément boire ses paroles, mais enfin, tu es sur un candidat, voilà, beaucoup plus fiable que des journalistes de plateau télé ou des scientifiques connus que tu vois sur des médias qui font beaucoup d'audience. J'entends des gens qui sont des figures d'autorité, qui sont des arguments d'autorité à eux-mêmes et qui finalement on peut pas être et avoir été, c'est-à-dire que tu peux pas et faire le tour des plateaux de télé, même de médias alternatifs, et faire de la recherche en même temps. Et d'ailleurs, ce qui me gonfle chez Yomi Denzel, Ferrast et les wannabe entrepreneurs de manière générale, c'est que si tu regardes bien, ils le savent déjà très bien, vu que ce sont leur modèle de travail, ce sont des charbonneurs. Et qu'est-ce qu'un charbonneur? Enfin, ce que je veux dire par charbonneur, Yomi Denzel, Ferrast, etc., ce sont eux-mêmes des gens qui ont décidé qu'ils deviendraient millionnaires ou qu'ils atteindraient leur objectif. Simplement, ils ne savent pas encore par quel moyen y arriver. Et ils développent énormément de temps, de concentration, d'énergie, tout ce que tu veux, pour y arriver. En fait, eux-mêmes ne pensent pas du tout de manière stoïque à la base. En fait, c'est pas inintéressant ce qu'ils disent. Je comprends que quand tu es chef d'entreprise, quand tu es chef d'entreprise, a priori, déjà, t'es plus au début. Tu es déjà relativement bien situé, on va dire. Tes revenus sont déjà pas les revenus que tu avais avant de créer tes entreprises. Donc si tu veux, ces entrepreneurs-là, ces millionnaires, ils savent très bien que le stoïcisme, c'est complètement faux, vu que eux-mêmes, ils avaient décidé, et ils te l'expliquent dans leurs interviews, ils t'ont expliqué quand ils étaient jeunes, ils ont décidé qu'ils seraient pas pauvres. Ils ont décidé qu'ils ne savaient pas la quantité de temps et d'énergie qu'ils devraient y développer, ils savaient pas le chemin, mais ils ont décidé, ce que je te disais il y a quelques minutes, je te disais, ils ont dit, voilà l'état final recherché, je m'en fous totalement de savoir est-ce que je peux avoir de l'impact dessus ou pas, je pars du principe que je peux y arriver, c'est à moi de partir du principe que si je ne suis pas arrivé encore, c'est que j'ai pas trouvé le bon outil, je ne m'y suis pas pris de la bonne manière, voilà. En fait, ces wannabe entrepreneurs, ces millionnaires, Yomi Denzel, etc., Ferrast, ils prennent le stoïcisme juste quand ça les arrange pour autre chose. C'est juste pour organiser un peu mieux leur journée, c'est-à-dire augmenter leur productivité. C'est pas inintéressant, je comprends tout à fait, et je suis même d'accord qu'effectivement, cette image du seau, tu sais, si je prends un seau que je remplis avec des gros cailloux, une fois que je peux plus mettre de gros cailloux, je mets des moyens cailloux, et une fois que je peux plus mettre de moyens cailloux, je mets du sable. Je suis d'accord avec l'idée que si tu retournes le seau et qu'ensuite tu mets d'abord le sable, puis les cailloux moyens, tu pourras plus mettre les gros cailloux. C'est une métaphore de l'organisation de la journée. Et je comprends l'idée du stoïcisme, c'est de se dire, bon, voilà, je vais pas me bouffer le cerveau et gaspiller toute mon énergie mentale avec telle ou telle information. Je sais que j'ai un dossier qui traînasse, que j'ai envoyé à l'administration, mais je sais que c'est normal, cette institution, cette administration, elle est connue pour mettre un certain temps à me répondre. Je me doute, mais d'ailleurs, encore une fois, c'est plus des probabilités. Les 40 000 personnes avant moi, elles ont mis 6 mois à avoir une réponse. J'ai pas de raison de prendre des risques alors que je suis à un seul mois d'attente. Les 10 000 personnes avant moi, elles ont eu 6 mois d'attente. A priori, probabilité bayésianisme, je vais avoir dans ces eaux-là. C'est ça le bayésianisme aussi. C'est ça la vision probabiliste et bayésienne. Et je comprends l'idée de se dire, oui, bon, j'ai des problèmes en tant que chef d'entreprise avec tel salarié, nous ne réfléchissons pas pareil ou je ne le comprends pas, j'ai essayé, bon, je lâche prise, tant pis, on va se séparer de lui ou je sais pas, je vais déléguer, je vais laisser quelqu'un d'autre se bouffer le cerveau. Moi, il faut absolument, j'ai que quelques heures dans la journée où mon cerveau travaille, mon cerveau est reposé, il faut que je me concentre là-dessus. Mais de là à dire une bêtise telle que le stoïcisme, en fait, de là à voir que le stoïcisme, ça marche pas au motif que tu ne peux pas savoir à l'avance
ce sur quoi tu peux avoir de l'impact. Voilà, c'est quand même deux poids deux mesures. Et tu seras peut-être d'accord pour dire qu'effectivement sur YouTube, les Théophile Hélier, les Pierre Ollier, les Ferrari, les Olivier Roland, les Yomi Denzel, les Oussama Hamar, les Ferrast, etc., c'est absolument pas des stoïques à la base. Ce sont des gens qui sont partis du principe qu'ils ne se soumettraient pas à la pauvreté qu'ont subi leurs parents. C'est même des opposés au stoïcisme. Ce sont des pourfendeurs du stoïcisme. Ce sont des gros charbonneurs qui sont partis sur l'idée que peu importe, ils partaient du principe qu'ils pouvaient s'améliorer, que ça valait le coup d'essayer. Et ils ont renoncé d'ailleurs à beaucoup de choses. Toutes ces personnes dont je viens de vous parler, ils ont décalé à plus tard, ils ont sacrifié leur vie sentimentale, leur vie amicale, non pas parce qu'ils avaient un problème avec ça, mais simplement parce qu'ils ont parti du principe que je mettrais sur les vidéos de wannabe entrepreneur motivation, là, whatever it takes. J'y mettrais tout ce que... ça rend pas pareil en français, mais je donnerai tout ce qu'il faudra donner. Et c'est comme ça que, voilà, 10, 15, 20 ans, ils arrivent à 40 ans, ça va mieux, ils ont rempli une partie de leurs objectifs où ils se sont aperçus que finalement, même s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ça va très bien, voire même ça leur suffit ils sont peut-être aperçus qu'il y avait d'autres choses qui comptaient pour eux, par exemple les enfants. Donc c'est très hypocrite de la part de ces entrepreneurs, aussi pour un autre motif, c'est que ces entrepreneurs, ce sont des gros charbonneurs, mais qu'est-ce que ça veut dire charbonneur également ? C'est-à-dire que Yomi Denzel, Théophile Hélier, Pierre Ollier, Ferrari, Olivier Roland, etc., Ferrast, c'est des gens qui travaillent énormément, et à chaque fois qu'ils ont un obstacle sur leur chemin, ils en parlent réciproquement dans leur interview sur Paradox, là, avec un énième entrepreneur. Ben voilà, si tu as un obstacle devant toi, ils disent je suis passé à droite, je suis passé à gauche, ça marchait pas, j'ai essayé de passer par au-dessus, ça marchait pas, j'ai essayé de passer par en dessous, si ça marche pas, tu l'atomises l'obstacle à coup de roquette, si ça marche pas, tu prends le chemin que tu voulais pas prendre, le caillou te bloque, l'obstacle te bloque, mais tu prends ce chemin que tu ne voulais pas prendre et tu essaies de récupérer le chemin, c'est de l'ajustement. Ça aussi, c'est du bayésianisme. Ça te montre bien qu'il ne faut pas penser les choses en termes d'événements et il ne faut pas avoir d'a priori sur... justement, ce sont des gens qui ont un a priori sur leur capacité à atteindre un objectif. Partent du principe que la seule manière de savoir si on peut avoir un impact sur quelque chose, c'est de partir du principe que on peut avoir un impact sur quelque chose et quand on n'y arrive pas, c'est de se dire c'est moi qui fais mal les choses, c'est pas la réalité qui a un problème. Et vous serez peut-être d'accord que ce sont des choses qu'ils lisent en interview, qu'ils reconnaissent, ça fait partie du discours méritocratique. Voilà, c'est pas compatible du tout avec ce qui est raconté, c'est leur manière de présenter le stoïcisme, le prétendu stoïcisme de Marc Aurèle. Voilà, donc c'était une critique qui s'adressait au stoïcisme, c'est une critique que je formule au stoïcisme, je me sers de la manière dont ces entrepreneurs annonnent ce qui les arrange à un instant T de Marc Aurèle. Je t'invite à me donner ton avis de manière constructive, j'ai une tolérance zéro pour la moindre manque de respect dans les commentaires, j'estime que c'est même pas nécessaire de le préciser, voilà. Si vous avez apprécié cet épisode, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici à l'écran dans quelques instants. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la série sur la causalité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur, c'est vrai cette histoire que la causalité A cause B, c'est incompatible avec l'état des connaissances scientifiques, allez vérifier. Je vous donne tout, je vous donne même des moyens de me donner tort.